tous et merci de rallier d'En Télévision. Dans l'actualité ce mardi, journée portes ouvertes à l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM. Une rencontre qui entre dans le cadre de la journée mondiale de la liberté de la presse 3 mai. À suivre, Gildas Wessou et Sana Youssé sont désormais ambassadeurs des us et coutumes sur le continent africain. Ils ont été élevés à ce rang ce dimanche, le dimanche dernier, dans la commune de Grand Popo. Et puis, hors du Bénin et du continent africain, l'Inde a dépassé les 20 millions de contaminations liées au coronavirus avec plus de 200 000 morts. Voilà pour l'ossature. Bienvenue à toutes et à tous. Le Bénin a célébré ce 3 mai la 28e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse, ceci sous le thème, je cite, « L'information comme bien public ». L'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM a organisé à cet effet des journées portes ouvertes et de réflexion sur la thématique de la dégringolade du Bénin dans le classement des Reporters sans frontières et responsabilité des différents acteurs. Clémence Toroncoin y a pris part et voici son compte rendu. Pour marquer la célébration de la 28e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM a choisi de réfléchir sur le thème « Dégringolade du Bénin dans le classement de Reporters sans frontières, responsabilité des acteurs et approche de solutions ». L'occasion a été propice pour relever les maux qui minent la presse béninoise afin de proposer quelques approches de solutions. Le professionnel des médias ignore d'abord que l'article 1er du Code lui dit de respecter les faits et rien que les faits. Quoi que cela puisse lui coûter personnellement. Et tout simplement parce que celui qui veut le lire, celui qui veut le regarder, celui qui veut l'écouter, a droit à la vérité. Chers professionnels, que ce soit un principe sacro-saint écrit dans votre tête, tant que vous êtes professionnel des médias, vous avez le devoir de dire la vérité et rien que la vérité. La méconnaissance va au point où les professionnels des médias ne savent même pas qu'ils ont le devoir d'être syndiqués pour lutter pour leur salaire en tant que syndicat, que de tendre la main à des personnes qui les prennent tout simplement comme ceux qui sont en train de quémander. Le code de la déontologie, en son article 2, dit que le journaliste ne publie que les informations dont l'origine, la véracité et l'exactitude sont établies. Mais on lui dit, si lui-même, il a un doute sur l'information, qu'il s'abstienne de publier cette information, tout au moins qu'il puisse prendre les mesures qu'il faut, c'est-à-dire une certaine circonspection. Quand le professionnel des médias à qui l'information vient ou qui collecte l'information n'en est pas rassuré lui-même, pourquoi devrait-il faire cela ? Et mieux, on nous dit, dès que nous commettons une erreur, il faut que nous rectifions dans les publications qui viennent. Pourquoi on ne peut pas faire ça? Mais avant cette réflexion, qui a connu la participation de 4 panélistes, l'institution, par la voix de son secrétaire général, a fait une déclaration dans laquelle le rôle de la presse béninoise a été mis en exergue. La presse béninoise, en cette année 2021, a pleinement contribué et continue de contribuer par ses professionnels des médias à l'enracinement de la démocratie et au raffermissement des principes de cohésion nationale, de paix et de justice. Mais de façon exceptionnelle, en 2021, la presse béninoise a accompagné avec professionnalisme et responsabilité, en dépit de quelques dérapages observés, tout le processus ayant conduit à l'organisation de l'élection présidentielle. Cette année, Reporters sans frontières a à nouveau déclassé la presse béninoise. Elle se trouve désormais à la 114e place avec une note de 38,18, ce qui renseigne à suffisance sur le mal-être de notre presse en dépit des efforts marginaux observés au sein de la corporation. Une visite guidée des locaux de l'institution a mis un terme aux activités prévues par l'ODEM pour marquer cette célébration. Eh bien, restons avec l'équipe de Clémence Toroncoin. Le thème de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, vous le savez, c'est bien l'information comme bien public. Ce thème a inspiré analyses et commentaires de certains professionnels du domaine. En voici le résultat. Cette édition a été placée sous le thème « L'information
comme bien public, pour signifier une fois encore que la presse a un rôle essentiel dans la consolidation de l'état de droit. L'État est un bien public, c'est-à-dire que c'est un bien que nous avons en partage. Et si nous avons quelque chose en partage, nous devons le protéger, nous devons le promouvoir, et c'est que ce que nous avons en partage nous est utile. Un bien public, c'est un bien dont l'utilité est partagée. C'est un bien dont on peut se revendiquer tous d'être héritiers de cela. Imaginez la place publique de l'Étoile Rouge. C'est un bien public. Il est accessible à tous. Pour rester à la place de l'Étoile Rouge, par exemple, on ne demande pas votre condition sociale. Et de la même façon, l'information que les médias donnent, que les médias collectent et traitent, sont donc d'une grande utilité. Si elle n'est pas bien fournie, si le contenu n'est pas vérifié, si le contenu n'est pas achalandé, eh bien, cette information peut constituer un danger. C'est l'intérêt du public qui guidait toujours le fait que le journaliste se lève pour aller collecter l'information, le traiter et venir mettre à la discussion de la population. Donc, si on veut nous rappeler aujourd'hui que c'est comme une denrée publique, cela veut tout simplement nous dire que ce que nous devons apporter au public doit pouvoir être des informations de qualité parce que c'est pour le public que nous travaillons. Cela me l'inspire et je pense que les professionnels des médias doivent se sentir heureux. Si on avait pu anticiper, on aurait pu apporter des informations de différentes catégories, c'est-à-dire en nous basant sur les différents genres journalistiques pour qu'aujourd'hui, on puisse sur le même sujet apporter des informations de compte rendu, des informations de reportage, des informations d'interview, des informations de portraits, etc. pour montrer qu'avec les différents genres, nous aussi, nous avons compris cela et nous apportons les informations. L'information, c'est une denrée publique parce que tout simplement, tout ce que nous faisons là, c'est pour l'intérêt du public que nous le faisons. L'information, ce n'est pas seulement pour les populations. Il faudrait que le journaliste, l'acteur des médias, le professionnel des médias traite l'information avec sérieux, avec beaucoup de circonspection pour que l'information soit vraie, pour que ça ne crée pas de polémique. C'est pour ça que quand on dit bien public, l'information contribue à l'essor de la communauté, au bien-être de la communauté. Il ne faut pas servir de fausses informations à la communauté. Et vous savez bien que quand on dit journalisme, il y a information, communication, éducation. Donc il y a beaucoup de choses qui se font. Et l'information, c'est comme une denrée qui est importante à toute la société pour éviter les malentendus, les guerres, les violences, l'incivisme et autres. Au chapitre culture, Gildas Wessou de la commune de Grand Popo et son épouse Sana Youssé, je vous en parlais au sommet, qui vivent tous deux en Finlande, ont été élevés au grade, bien évidemment, d'ambassadeurs des us et coutumes de la culture africaine. C'était en présence du président, justement, de la fondation, de l'organisation des rois et reines du continent africain. Précision, Jonas Bouchi. Présentation des heureux du jour aux garants du patrimoine culturel africain. Signature et remise des lettres de mission aux nouveaux ambassadeurs de l'Organisation des rois et reines d'Afrique. Telles ont été les étapes marquantes de cette cérémonie qui autorise désormais Gildas Wessou et Sana Youssé à valoriser toute la richesse de la culture africaine en Finlande. Vraiment, je suis très content. Il y a plein de rois et tous les chefs du vaudou. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Et puis, je remercie Majesté, Roi Aïe. I feel very proud. Je me sens très fière d'être africaine pour avoir vécu un long moment ici. J'apprécie très bien cette distinction que je veux mettre en valeur à travers tout ce que je faisais déjà pour la culture africaine et je le ferai davantage dès à présent. Le maire de Grand Popo et Sa Majesté Aïe parlent des mérites qui portent les nouveaux ambassadeurs à ce grade. C'est un choix qui a été déjà destiné depuis longtemps. À cause de leur action menée, nous avions décidé de leur donner ce titre en tant qu'ambassadeur de nos us et cultures d'ici et à l'étranger. Un fils qui se donne à la culture et qui n'a jamais cessé d'œuvrer à retrouver ses frères ensemble et à travailler pour le développement et pour la culture de notre commune. Cet événement vient encore marquer cette volonté qu'il a et confirmer la dynamique dans laquelle il se met.
Avec la résonance africaine de leur nouvelle identité culturelle, Rouessou Sonagnon et Senam Adjo posent déjà la première pierre pour la construction d'une maison de la culture à Grand Popo. On veut construire une école et une maison de culture ici à Agbekon. L'idée pour moi, je vis en Finlande, l'idée pour moi, on doit valoriser notre culture, faire des choses culturelles. Ça peut être danse, ça peut être vaudou, ça peut être art, ça peut être théâtre, ça peut être n'importe quoi, mais je veux plus valoriser chez moi aussi. Ce centre qui sera animé, ce ne serait pas seulement pour la communauté Pla, que pour la communauté de Grand Popo, mais ça va également servir tout le Bénin et au-delà du Bénin. Parce que nous voulons, à l'horizon 2030, que Grand Popo soit la porte de la destination touristique. Et c'est une opportunité pour nous que nous devons saisir pour réellement répondre de notre vision et de faire de nos objectifs une réalité dans un avenir très proche. Puisque cette cérémonie était aussi culturelle que cultuelle, elle s'était achevée par des pas de danse sur le rythme Agbaja à la plage de Grand Popo. Autre volet dans ce 13h, une vingtaine de Scrabbleurs béninois ont participé samedi dernier à l'édition 2021 de la Coupe de la Fédération béninoise du Scrabble, une compétition qui s'est déroulée en 3 parties et qui a été gagnée par Émile Agbanglassi. Roland Tolinkes pour Le Point. Émile Agbanglassi remporte le prix de l'édition 2021 de la Coupe de la Fédération béninoise du Scrabble, une compétition qui s'est déroulée le samedi 1er mai à l'Infosec de Cotonou. Donc c'est la Coupe de la Fédération, c'est 3 parties en semi-rapide pour aboutir à un palmarès qui va entrer en compte pour la qualification des Scrabbleurs béninois pour le Champas, championnat de Scrabble d'Afrique. Une compétition qui aurait pu se tenir en début de l'année n'eût été les menaces de la Covid-19 et les moyens financiers qui ont été tardivement mobilisés. Après cette compétition qui a réuni la vingtaine de Scrabbleurs, d'autres compétitions sont en vue. Donc nous jouerons la Coupe du Président le 8 mai et ensuite nous allons nous préparer pour participer au Champas à Dakar et nous ne sommes pas encore sûrs que les championnats du monde tiendront, mais s'ils se tiennent, la Fédération béninoise participera comme elle en a l'habitude depuis une quinzaine d'années au championnat du monde de Scrabble. Plusieurs prix ont été décernés aux participants de cette compétition. Il y a un premier prix, il y a une coupe pour le vainqueur, il y a un premier prix avec une enveloppe, un deuxième prix, un troisième prix. Ça c'est pour le palmarès global et il y a des prix par série. Donc, pour motiver les autres Scrabbleurs qui ne peuvent évidemment pas espérer détrôner les cadres de la discipline qui sont non seulement cadres au Bénin, mais cadres également sur le plan africain et mondial. Julien Afaton, vice-vainqueur de cette coupe, promet de travailler pour ramener bientôt un titre continental. Il a juste là un mois que j'ai appris ça, donc du coup, j'ai commencé par préparer ce Champas. Dès que j'ai appris cette information. C'est la raison pour laquelle vous avez vu les résultats. Donc je vais continuer à travailler pour pouvoir quand même essayer de remporter un titre continental. Pour le moment, rendez-vous est pris pour le samedi 8 mai où les Scrabbleurs béninois devront s'affronter pour la Coupe du Président. L'actualité s'ouvre au-delà des frontières du Bénin. Le Conseil français de l'Association des droits de l'enfant a saisi le Comité des droits des enfants des Nations Unies pour se pencher justement sur la situation de détresse de milliers d'enfants migrants en France. L'inégalité de traitement, l'insuffisance des ressources financières et la non-considération des intérêts supérieurs de l'enfant. Voilà quelques chefs d'accusation portés par cette association contre l'État français. Reportage. Une démarche qui pourrait bien embarrasser la France, pays des droits de l'homme. De nombreuses associations et collectifs citoyens se sont mobilisés pour défendre davantage le droit des mineurs étrangers isolés. L'ONU a jugé recevable la saisine des associations françaises. Une enquête a été ouverte. Presque sans surprise, la France ayant ratifié en 1990 la Convention internationale des droits de l'enfant avec des principes importants à respecter. Les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels sont scrutés.
L'association Utopia 56, spécialisée dans la mobilisation pour les exilés, pointe une présomption de minorité qui desservent des milliers de mineurs non accompagnés. Ces derniers déclarés souvent majeurs à la suite de tests osseux controversés, validés par le Conseil constitutionnel qui évoque une marge d'erreur significative. Les résultats de cette enquête seront donc suivis de près par Claire Hédon, défenseur des droits, un poste pourvu par le président de la République pour un mandat de 6 ans non renouvelable. Le 17 mars dernier, Claire Hédon a critiqué le conseil départemental des Bouches-du-Rhône pour n'avoir pas mis à l'abri immédiatement des mineurs en situation de détresse physique et morale. Les jeunes concernés peuvent attendre jusqu'à 5 mois dans la rue et devenir la proie de réseaux criminels, voire tomber dans une délinquance de survie. Si la France devait être reconnue coupable de violations graves, le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies n'a toutefois pas de pouvoir de sanction. Mais l'image de l'État français pourrait bien être écornée. Escale maintenant en Colombie. Dans ce pays, malgré la démission hier du ministre des Finances et le retrait dimanche dernier d'un projet de réforme controversé, les manifestations ne discontinuent point. La crise sanitaire ne dissuade pas non plus les manifestants qui dénoncent un accroissement du taux de pauvreté. Plus de 18 personnes ont déjà perdu la vie depuis le début des différentes manifestations. Reportage. Malgré la présence de l'armée, des milliers de Colombiens ont manifesté ce lundi pour le 6e jour consécutif. Des manifestations en dépit de l'interdiction de se rassembler à plus de 50 personnes en raison de la situation sanitaire et qui ont donné lieu à des violences ces derniers jours. Depuis le début de la protestation, une vingtaine de personnes ont trouvé la mort dans ces rassemblements, alors que plus de 800 autres ont été blessés. L'opposition accuse l'armée de tirer à balles réelles. Pointé du doigt, le gouvernement rejette la faute sur des groupes dissidents des FARC. Ce sont ces vandales qui se camouflent et ont développé des actes prémédités, organisés et financés par des groupes dissidents des FARC et de l'ENL qui cherchent à déstabiliser certaines régions à des fins particulières. Cause de la protestation, un projet de réforme fiscale du président Ivan Duque. Il prévoyait notamment d'imposer les personnes gagnant l'équivalent de plus de 545 € par mois dans un pays déjà lourdement impacté par la pandémie de coronavirus. Selon un rapport, la pauvreté touche 42,5% de la population et le taux de chômage dépassait les 18% en février. Conséquence, le président colombien annonce finalement le retrait du projet dimanche. Je demande au Parlement de la République de retirer le projet déposé par le ministère des Finances et de traiter d'urgence un nouveau projet de réforme fiscale issu d'un consensus et d'éviter ainsi l'incertitude financière. Face à l'échec de la réforme, le ministre des Finances a quant à lui démissionné ce lundi. Malgré l'annonce du retrait, le comité national de grève a de nouveau appelé à manifester massivement ce mercredi. Arrivé au pouvoir en 2018, la popularité du président Duque n'a depuis cessé de baisser et s'établit à 33% selon un dernier sondage. Son mandat s'achève, lui, en août 2022. Je vous en parlais en titre, l'Inde a dépassé les 20 millions de contaminations liées au coronavirus avec plus de 20 000 morts. Les hôpitaux sont toujours en manque d'oxygène malgré l'arrivée des soutiens internationaux. Le Premier ministre indien est donc décrié par la population qui critique sa gestion laconique de la pandémie. Ces trains s'appellent les Oxygènes Express, des trains spéciaux réquisitionnés par le gouvernement indien afin de transporter des citernes cryogéniques contenant de l'oxygène médical liquide vers les États indiens les plus touchés et reculés. Avec près de 8 millions de nouveaux cas recensés depuis mars, l'oxygène manque cruellement dans les hôpitaux. Face à la situation, plus de 40 pays ont annoncé envoyer de l'aide. Les Indiens attendent ce soutien qui arrive et qui comprend du matériel médical essentiel. Nous avons vu la mobilisation pour les concentrateurs d'oxygène, l'oxygène médical, les camions-citernes ISO, les camions-citernes cryogéniques qui ont été transportés dans le monde entier jusqu'en Inde. Il y a aussi des respirateurs. Cela représente beaucoup pour nous. Une aide précieuse. Devant cette clinique de New Delhi, des ouvriers déchargent l'un des 8 générateurs d'oxygène de grande capacité envoyés par le gouvernement français. Une machine
capable de produire de l'oxygène médical à partir de l'air ambiant et pouvant alimenter en continu un hôpital de 250 lits. One of the mainstays of treatment for COVID patients L'oxygène est l'un des principaux supports du traitement des patients atteints du Covid-19. Ils ont besoin de soutien car ils se désaturent. Dans toute la ville, il y a une demande accrue dans les hôpitaux. Une machine interne comme celle-ci, qui produit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sera d'une grande aide pour augmenter la capacité d'approvisionnement, afin de combler l'écart entre les besoins et l'offre. Cet équipement permet donc de sauver des vies dès à présent. Pénurie d'oxygène, mais également de vaccins. Jusqu'à présent, environ 150 millions de doses ont été administrées, ce qui représente 11,5% de la population. Et à peine 25 millions d'habitants ont reçu leurs 2 injections. Pourtant, le pays a ouvert ce samedi sa campagne de vaccination à l'ensemble de ses 600 millions d'habitants. Le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi, critiqué pour sa gestion de la pandémie, est plus que jamais sous pression. De nombreuses voix réclamant un confinement national. Une pression accentuée après sa défaite dimanche aux élections législatives dans l'état du Bengale occidental. Et pour mettre un terme à ce point de l'actualité sur Eden TV, drame au Mexique, l'effondrement d'un pont aérien fait plus de 23 morts et des dizaines de blessés selon un premier bilan. Les opérations de secours se poursuivent. Vous suivrez cet élément dans nos prochaines éditions. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur nos différents canaux digitaux, Facebook, Twitter et YouTube et sur notre site internet benin-eden.tv. À très bientôt.